Bonjour à tous et merci. Il est 14h07. Je vais sans plus attendre donner la parole à notre président Guillaume Réveillac, qui va introduire ce webinaire consacré au programme d'achat responsable construit par l'Alliance pour la préservation des forêts. Alors, attendez. Merci Laure. Voilà. Je me suis activé tout seul. Très bien. Je me suis activé. Merci Laure. Bonjour à tous. Tu peux mettre en grand si tu veux mieux utiliser les touches, il n'y a pas de souci. Alors, Guillaume Réveillac, président de l'APF et fondateur et CEO du groupe Cerelia. Je voudrais commencer d'abord pour remercier les entreprises présentes pour leur mobilisation. Vous êtes environ 70 de toute taille, de tout secteur. Je tiens à remercier aussi nos partenaires, l'AFD, le ministère de la Transition écologique, le CIRAD, l'IUCN, pour n'en citer que quelques-uns. Je voudrais rentrer dans cette discussion par l'urgence climatique, forcément une réalité des années 2020. Pourtant, c'est déjà il y a 10 ans que nous avons créé en France le collectif de l'Alliance pour une huile de palme durable. Les actions des entreprises étaient insuffisantes et trop isolées les unes des autres. Nous devions mutualiser nos efforts à prendre des entreprises les plus avancées. Ces entreprises devenues membres participent à cet événement aujourd'hui. Elles se reconnaîtront. Elles ont été les maillons forts de notre construction. C'est grâce à elles que le processus de lutte contre la déforestation importée en France a pu être engagé sur les premières commodités. En 2020, nous avons voulu aller plus loin avec une refonte totale de notre mission et de notre stratégie et la création de l'APF, l'Alliance pour la préservation des forêts. Un mot très rapide pour Cerelia, puisqu'il y a pour les entreprises une réelle concertation et coordination. Cerelia est un groupe mondial de boulangerie industrielle d'à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 10 sites industriels répartis en Europe et en Amérique du Nord, et deux particularités, une croissance annuelle de plus de 20% depuis l'origine, il y a 11 ans, et un modèle social peu commun, puisque 80% des salariés sont actionnaires et majoritaires à la gouvernance. Pour une entreprise telle que Cerelia, l'engagement sociétal, et en particulier l'urgence climatique et le travail sur les filières, est au cœur de nos préoccupations. Alors, je reviens sur l'APF pour vous dire que nous avons souhaité allouer nos ressources depuis 2 ans dans 2 directions. Le développement de notre centre d'excellence sur l'huile de palme durable, la genèse, et la construction d'une approche territoriale, landscape, multicommodité, qui permet d'agir plus efficacement contre la déforestation importée. Nous réunissons des entreprises de tout premier plan, mais aussi des ETI et des PME. Et c'est dans un esprit collégial et d'inclusion que nous avons cherché à développer plus récemment, donc depuis 18 mois, une proposition de valeur convaincante qui puisse correspondre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Vous l'avez compris, notre objectif, c'est le zéro déforestation. Et dans le contexte international, politique, économique et sanitaire, c'est un engagement extrêmement ambitieux. Nous travaillons depuis un peu plus d'1 an, membres engagés de l'Alliance pour la préservation des forêts, accompagnés d'experts, au développement d'un programme d'achat responsable à l'attention des entreprises. Et je crois que ce programme est innovant et unique. L'auto-évaluation, l'outil d'auto-évaluation qui va vous être présenté aujourd'hui s'appuie sur un référentiel qui recense l'ensemble des textes de référence sur la question de la déforestation. Il a 2 objectifs. Le premier, permettre aux entreprises d'évaluer leur niveau de maturité. Et le second, leur proposer une trajectoire de progrès qui soit accessible à tous les niveaux, y compris aux entreprises qui sont débutantes dans ce domaine. Alors, jamais les mutations n'ont été aussi rapides. L'urgence climatique, elle est sur toutes les bouches, dans tous les débats.
Au cours des 18 derniers mois, nous voyons émerger ou renaître de très beaux collectifs d'entreprises à l'échelle européenne ou mondiale, affichant des ambitions très élevées. L'atteinte de ces ambitions ne sera possible qu'au travers d'actions concrètes sur le terrain et au travers de la lecture de nos chaînes d'approvisionnement. Il est aussi question de la survie de nos entreprises. Les clients, utilisateurs, consommateurs, faisant aujourd'hui des arbitrages sur des raisonnements binaires, durables, non durables. Il est aussi question pour les entreprises de se mettre en conformité avec la législation actuelle en France sur le devoir de vigilance et en Europe. Je vous rappelle que l'Europe, c'est le rapport WWF 2021 qui le dit, est le deuxième importateur de déforestation dans le monde. Une proposition de loi de la Commission européenne publiée la semaine dernière vise à stopper l'importation de produits issus de la déforestation et je crois que nous allons prendre un petit temps au cours de ce webinaire pour vous en présenter le contenu. Voilà, pour introduire cette session, je voudrais maintenant, je voudrais vous appeler à rejoindre les rangs de l'Alliance pour participer collectivement, activement à cette transformation des modèles économiques qui s'impose pour le bien commun, mais aussi pour promouvoir et défendre les actions du secteur privé et répondre d'une mobilisation totale, je dirais, auprès des pouvoirs publics et des ONG avec lesquels on travaille en concertation. Voilà pour ce petit mot d'introduction. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais céder la parole à présent à Margot Duchâtel, représentant de la coalition IDH, partenaire de longue date de l'APF, qui a activement contribué à l'élaboration de notre programme d'achat responsable et pour lequel je l'en remercie. Ainsi que je remercie Wilhelm Claassen, qui dirige ce département au sein de l'IDH. Merci à tous les deux. Bonjour à tous et merci Guillaume pour cette introduction. Je suis Margot Duchâtel, chargée d'opérations à IDH et SourceUp. IDH, l'initiative pour le commerce durable, a pour vocation d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur chaîne d'approvisionnement. IDH permet de flécher des financements publics sur les fonds d'action de zones prioritaires. Chez IDH, nous développons la plateforme SourceUp. La plateforme SourceUp va permettre de connecter la demande au terrain et d'accompagner les entreprises dans un approvisionnement plus durable. Cette plateforme s'adresse en priorité aux entreprises qui souhaitent sourcer leurs matières premières agricoles, telles que le cacao, l'huile de palme, le soja, le café ou encore le coton. Et la plateforme va vous permettre d'avoir accès à toutes les données de ces zones de production qui sont en réalité des coalitions multi-acteurs et multi-commodités à l'échelle territoriale. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ces informations et à votre tour, vous allez pouvoir rentrer vos objectifs de développement durable. La plateforme est assez intelligente parce qu'elle va pouvoir vous permettre d'identifier des projets et vous suggérer des projets, des coalitions qui sont engagés et alignés sur vos objectifs de durabilité. Chez IDH, on considère l'outil d'auto-évaluation comme la première pierre à l'édifice, pour un approvisionnement plus durable, parce qu'il vous permet en effet de mesurer votre niveau de maturité. Et la plateforme SourceUp va vous permettre de mettre en place des actions concrètes pour soutenir des actions terrain et ainsi vous sourcer plus durablement. Tout cela en contribuant à la lutte contre la déforestation, mais aussi, par exemple, à l'amélioration des problèmes socio-économiques dans vos chaînes d'approvisionnement. Je ne tarderai pas plus longtemps, mais pour conclure, la plateforme SourceUp met vraiment l'accent entre la collaboration entre les acteurs locaux sur le terrain qui se réunissent à l'échelle territoriale et des acteurs engagés. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à vous joindre à nous pour notre lancement officiel de la plateforme le 15 décembre à midi. Je partagerai les liens nécessaires dans le chat et n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup. Merci Margot et merci à IDH au nom des membres de l'Alliance pour la préservation des forêts pour la collaboration, le soutien que l'on a obtenu en particulier sur
l'élaboration de ce programme d'achat responsable. Et du coup, sans plus attendre, j'invite Laure Dastor, la directrice de l'Alliance pour la préservation des forêts, à intervenir pour évoquer la proposition de loi de la Commission européenne qui a été publiée mercredi 17 novembre, proposition de loi visant à stopper l'importation de produits issus de la déforestation. Bonjour à tous, merci Laure. Donc oui, effectivement, la Commission européenne a publié donc la semaine dernière un texte de loi donc visant à stopper l'importation de produits issus de la déforestation et de la dégradation de forêts. Donc je vais vous présenter ici donc le périmètre et les modalités de cette réglementation qui pourra être amenée à évoluer puisqu'elle fera l'objet de négociations entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne dès l'année prochaine. Donc, les écosystèmes qui sont concernés par cette réglementation, donc, ce sont les forêts de l'Union européenne et les forêts hors Union européenne, comme les forêts boréales ou encore les forêts tropicales. En revanche, les écosystèmes qui ne sont pas couverts par cette réglementation, ce sont les savanes ou encore les tourbières. Mais encore une fois, ce périmètre pourra être amené à évoluer dans le cadre des négociations entre le Parlement et le Conseil. Parmi les matières premières qui sont concernées par cette réglementation, elles sont au nombre de 6. Vous avez le bœuf, le bois, le cacao, le café, l'huile de palme et le soja, ainsi que les produits donc, dérivés comme le cuir ou encore le chocolat. En revanche, l'EVA et le maïs ne font pas partie ne sont pas couverts par cette réglementation, mais encore une fois, le périmètre pourra être évolué. Et il y a donc une cut-off date. Donc, cela concerne tous les produits qui sont placés sur le marché européen, donc après donc, le 31 décembre 2020. Donc, il y a 3 conditions pour qu'un produit puisse être placé sur le marché européen. Donc, la première condition, il faut que ce produit cette matière première ait été produite sans lien avec la déforestation. Le deuxième critère est un critère de légalité. Il faut que le produit ait été en conformité avec la législation en vigueur dans le pays de production. Et enfin, troisième critère, le produit devra être couvert par une déclaration de diligence raisonnée. Enfin, donc, les opérateurs qui sont concernés donc, par cette réglementation, ce sont les entreprises qui vont importer ces matières premières sur le marché européen, les entreprises qui vont exporter ces matières premières donc, depuis l'Union européenne, donc cela peut concerner donc, le bois ou le soja européen, et enfin les entreprises qui vont commercialiser ces matières premières sur le marché européen. En revanche, le secteur financier et les investisseurs ne sont pas concernés. À noter qu'il y aura un classement par pays, donc à 3 niveaux, les pays à faible risque de déforestation, les pays standards de déforestation et les pays à fort risque de déforestation. À noter que les obligations pour les entreprises qui se sourceront de pays à faible risque de déforestation seront allégées. La Commission européenne prévoit une forte coopération entre l'UE et les pays producteurs, puisque l'idée est de ne pas se détourner, pour les entreprises de se détourner des pays à fort risque de déforestation, mais au contraire accompagner ces pays donc, dans la transformation et notamment accompagner les petits producteurs. Donc, les entreprises seront un devoir de vigilance donc, sera imposé à ces opérateurs. Donc, les entreprises qui placeront des produits sur le marché européen devront prouver que le produit présente un risque négligeable de déforestation et les autorités donc, compétentes de l'État se chargeront de contrôler le respect de ce devoir de vigilance. En revanche, les PME bénéficieront d'aménagements. Donc, en conclusion, les prochaines étapes, eh bien, ce texte, effectivement, pourra être amené à évoluer dans le cadre des négociations entre le Parlement et le Conseil, donc sous la présidence française de l'Union européenne. Comme vous le savez, la France est moteur sur ces questions puisqu'elle est le seul pays européen à s'être doté d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et donc, l'Alliance pour la préservation des forêts donc, se fera donc, le porte-parole du secteur privé dans le cadre de ces négociations. Merci. Donc, oui, il nous paraissait important de vous faire ce point sur cette législation qui est parue la semaine dernière et dont on va beaucoup entendre parler dans les mois à venir.
Peut-être que Diane Simiou, qui interviendra tout à l'heure en fin de webinaire, en ajoutera probablement un mot. Mais du coup, sans plus attendre, on invite nos experts, Michael Blais et Jean-Manuel Bluet, à nous présenter l'outil d'auto-évaluation. Donc, outil construit par les membres de l'Alliance pour la préservation des forêts dans le cadre de ce programme d'achat responsable. Merci Laure. Donc c'est Jean-Manuel Bluet qui vous parle et donc je suis avec Michael qui prendra la parole un petit peu plus tard et donc on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le fruit du travail effectué en 2021 avec l'Alliance pour la préservation des forêts. Donc si tu passes à la diapo suivante, voilà, donc juste un rappel, cet outil d'auto-évaluation s'intègre dans un programme plus large. Je pense que ça a été mentionné à plusieurs reprises. Donc, à la fois un référentiel qui a été fait sur la dernière partie de l'année 2020, qui a été présenté pour certains d'entre vous, peut-être vous l'avez vu, en janvier lors d'un webinar. Et donc aujourd'hui, on vous présente l'outil d'auto-évaluation qui s'inspire de ce référentiel, sachant qu'il y a en finalité la possibilité de créer un centre d'excellence et surtout d'utiliser ces outils pour faire une enquête annuelle qui permettrait de suivre les progrès des entreprises membres de l'Alliance. La diapo suivante. Voilà, donc le référentiel pour ceux qui n'avaient pas vu qui n'étaient pas là pour le webinaire au mois de janvier. Donc, c'est dédié aux enjeux de déforestation importée. Bien évidemment, ça ne couvre pas tous les enjeux des achats responsables, mais on est vraiment focalisé sur la déforestation et la protection des écosystèmes naturels. Il a été fait donc en collaboration avec un groupe de travail dédié et il s'adresse, comme ça a été dit à plusieurs reprises, à tous les secteurs qui sont touchés par cette problématique de la déforestation, à la fois les producteurs agricoles, les transformateurs industriels, la distribution et également le secteur financier. Et je pense que Guillaume l'a dit, on a vraiment la volonté d'accueillir toute taille d'entreprise sur ce référentiel. Et donc, il est vraiment adapté à l'ensemble des entreprises touchées par ce fléau. 2 points qui nous tiennent à cœur avec Michael, c'est qu'on souhaite vraiment faire en sorte que ces outils soient des outils de pilotage destinés à transformer les entreprises. Et donc, ça s'adresse à la fois, bien évidemment, en priorité aux fonctions achat et développement durable, mais plus largement aux directions générales, aux directions juridiques et financières, aux directions marketing et commerciales. Ce n'est pas limitatif, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un programme qui permet de transformer l'entreprise en profondeur dans l'appréhension qu'elle peut avoir de ces problématiques. La diapo suivante. Alors, le référentiel, rapidement, là aussi, un petit rappel. On a donc 3 volumes dans ce référentiel. Un référentiel gouvernance, très important, qui permet de structurer un petit peu la démarche. Un volume sur le plan d'action, qui est le réacteur un petit peu du référentiel où les entreprises vont pouvoir engager des actions concrètes avec leurs fournisseurs et sur le terrain. Et bien évidemment, faire savoir-faire, la communication est un élément important du référentiel qui a été développé par l'Alliance. Donc, comme on vous l'a déjà dit, ce référentiel est cohérent avec le devoir de vigilance qui existe déjà en France. Et comme ça a été rappelé par Laure, c'est aussi cohérent avec la proposition de la Commission européenne. Très rapidement, la structure de ce référentiel. Donc, si tu passes à la diapo suivante. Voilà, on a donc 3 volumes, je l'ai dit, qui se scindent en 9 modules. Donc 3 modules pour la partie gouvernance, savoir et connaissance, organisation et engagement. 4 modules de plan d'action. Et vous retrouverez les éléments classiques, traçabilité, vérification, certification et transformation. Et bien évidemment, en communication, à la fois le dialogue avec les parties prenantes et tout ce qui touche au reporting et à la communication. Diapo suivante. Alors, on a souhaité bien évidemment pouvoir intégrer toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité. Et donc, on a dans le référentiel et qui, vous verrez, c'est reflété dans l'outil d'auto-évaluation,
3 niveaux de maturité, un niveau initial pour les entreprises qui démarrent, un niveau établi où on est déjà actif sur un certain nombre d'actions, on commence à communiquer, et un niveau plaidoyer qui reflète vraiment la maturité supérieure d'une entreprise qui passe d'une situation où elle est plutôt réactive à la proactivité, mais surtout, et c'est tout à fait démontré dans le cadre de l'Alliance, d'un type d'action individuelle à un type d'action collectif. Et je vais laisser la parole à Michael qui va vous parler de la structure de l'outil. Merci Jean-Manuel. Très bien. Donc, en fait, en complément de ce référentiel, l'Alliance a développé un outil d'auto-évaluation. L'objectif, c'est de rendre opérationnel ce référentiel, c'est-à-dire que les entreprises au quotidien peuvent déterminer où elles se trouvent par rapport à ce référentiel et déterminer également leur plan d'action pour évoluer. Donc concrètement, cet outil va se matérialiser en un fichier de travail qui va être complété par l'entreprise et un manuel d'utilisation détaillé. Alors, on reprend dans cet outil la structure du référentiel. Il est vraiment associé au référentiel, comme l'a expliqué Jean-Manuel, avec ces 3 volumes, gouvernance, action et communication, et l'ensemble des critères du référentiel. Slide suivant. Donc, c'est un fichier complet. On va avoir la possibilité, l'utilisateur va avoir à répondre à un certain nombre de questions qui reprennent chacun des modules du référentiel, les thématiques du référentiel. Et ce que l'on va apporter au travers de l'outil, c'est une calibration. C'est-à-dire qu'en fait, pour chacun des critères, l'entreprise va pouvoir déterminer s'il est mis en place totalement, pas du tout ou partiellement. Et puis associer ses propres commentaires à chacun des référentiels, à chacun des critères, pardon. À partir des réponses qui ont été fournies dans l'outil, l'entreprise va pouvoir déterminer 2 choses. Tout d'abord, un niveau d'implémentation, c'est-à-dire pour chacun des éléments du référentiel, où est-ce que je me situe en termes d'implémentation, à savoir, est-ce que l'ensemble des critères sont mis en place et à quel pourcentage en quelque sorte. Et la deuxième information que va obtenir l'entreprise, après avoir complété cet outil, c'est son état de maturité. Comme Jean-Manuel l'a dit, en fait, le référentiel permet à toute entreprise de rentrer dans ce programme. Et donc, en fait, l'entreprise va pouvoir déterminer si son programme se situe à un niveau initial, établi ou plaidoyer. À partir des résultats qui vont être obtenus, donc maturité et puis état d'implémentation, l'entreprise va avoir accès à son profil. Son profil, c'est-à-dire finalement 3 informations. Le niveau de risque auquel elle s'expose par rapport à la déforestation et à la conversion des écosystèmes, un commentaire par rapport à ce niveau de risque, et enfin un plan d'action qui va déterminer les actions à réaliser pour renforcer en quelque sorte son niveau de maturité et le faire progresser. Donc, très concrètement, on va rentrer là dans la mécanique de l'outil. 7 profils d'entreprise sont définis en fonction de leurs résultats en matière de gouvernance, en matière de plan d'action et en matière de communication. Alors, dans ces 7 profils, on a ici surligné 3 d'entre eux en vert. Le premier qui correspond à un profil de démarrage en quelque sorte, où le risque pour l'entreprise est faible à modéré.
Et les prioritisations du plan d'action vont se porter sur la gouvernance. Par contre, si on regarde le profil identifié numéro 5 ici, on a une entreprise qui va avoir un niveau de maturité plus avancé en matière de communication, tout en restant au niveau initial en gouvernance et en plan d'action. Et là, le risque est fort, puisque l'entreprise commence déjà à communiquer sur le sujet de la lutte contre la déforestation, sans avoir pour autant une gouvernance et donc une mise en œuvre effective de son programme efficace. Et donc, la prioritisation de l'outil va porter sur la gouvernance et le plan d'action. Et puis enfin, troisième profil, où là, en fait, une entreprise a atteint un niveau de maturité élevé dans chacune des composantes du référentiel, où là, l'entreprise va pouvoir prioriser et finaliser, en fait, le plan d'action pour s'améliorer encore. Alors, voilà un exemple du plan d'action et de ses priorités, mais peut-être est-il plus adapté que je vous fasse une petite démonstration. Donc, ce que je vais faire maintenant en partageant mon écran. Et donc, je vais avec vous montrer donc l'outil. Donc, je suis là dans la page d'accueil de l'outil. Hein, c'est très user-friendly, on va dire, en bon français, pour l'utilisateur. On l'invite donc à commencer l'évaluation et donc, dans le premier volume de gouvernance, il a accès à un certain nombre de questions qu'il va pouvoir filtrer en fonction de thématiques. Et donc, on va l'inviter à répondre à des questions comme par exemple, le personnel des achats et ou du développement durable est-il formé, sensibilisé à la lutte contre la déforestation et la conversion des écosystèmes? La calibration de sa réponse lui est fournie et donc il va avoir à répondre à ces questions une par une pour l'ensemble donc du module gouvernance. Donc, je vais procéder à la démonstration maintenant. Et puis, pour le but de la démonstration, j'ai répondu à l'ensemble des questions, mais vous voyez que c'est tout à fait personnalisé. Et donc, ces réponses vont être apportées pour le volume 1, gouvernance, le volume 2, plan d'action, le volume 3, communication, pour arriver à obtenir donc, les résultats donc, qui sont donnés automatiquement par l'outil, le niveau d'implémentation de chacun des composantes du référentiel. On a ici une entreprise qui a implémenté en matière de gouvernance 34% des critères, en matière de plan d'action 31% et en matière de communication 46% des critères. De la même façon, l'entreprise va pouvoir connaître son état de maturité. Ici, un état de maturité établi qui va lui permettre de se positionner aujourd'hui. En 2021, je suis à un niveau établi globalement et pour chacun des volumes du référentiel. Et puis enfin, donc, mon plan d'action qui va me permettre d'identifier précisément les actions sur lesquelles mes efforts doivent porter. Donc, je suis exposé à un risque fort puisque mon entreprise commence déjà à communiquer sur le sujet. J'ai pris des engagements et mis en place une gouvernance, mais tous mes efforts ne se traduisent pas encore au niveau opérationnel. Donc, très concrètement, le sujet de mon plan d'action pour m'améliorer va porter sur justement des aspects de traçabilité, de vérification, de certification et de transformation. Donc, autant de critères qui ne sont pour l'instant pas mis en place. À partir de là, donc, je vais pouvoir déterminer des priorités d'action et donc retourner en interne pour développer donc, ce plan d'action. Donc, je vais maintenant arrêter le partage ou redonner la main à Laure. Voilà. Et donc, à partir de cette démonstration, vous voyez que très naturellement,
et de façon très, alors j'allais dire rapide, mais non, pas rapide, parce qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui sont posées. Mais l'entreprise va au final avoir vraiment très concrètement la priorité de ces actions pour progresser en matière donc de vigilance par rapport à la déforestation. Très bien, merci Michael. Du coup, je vous propose que l'on ait à présent les témoignages de nos membres qui ont co-construit cet outil avec Michael et Jean-Manuel. En l'occurrence, il s'agit de Ségolène Blanche, responsable du développement durable chez Cerelia. Et on donnera ensuite la parole à Gabrielle Neubig de chez Nestlé. Ségolène, si tu es sur mute ou pas. Non, c'est tout bon. Merci Laure, bonjour à tous. Je vais déjà vous donner un peu de contexte par rapport aux engagements de Cerelia et du coup cet engagement dans une structuration de démarche d'achat responsable et après faire un retour d'expérience. Donc Cerelia, en fait, dès 2013, s'est mobilisé aux côtés des membres de l'Alliance pour lutter contre la déforestation, avec, dans un premier temps, des actions ciblées sur notre chaîne d'approvisionnement en huile de palme. Et en 2018, nous avons pris des engagements RSE sur d'autres catégories d'achats concernées par ces thématiques de déforestation, comme le cacao, qu'on utilise dans nos recettes de cookies, par exemple, ou encore les emballages en papier et carton qui sont issus de la filière bois et qui sont également concernés, qui représentent un gros volume chez nous, 80% de nos emballages utilisés au niveau du groupe. Le développement de filières d'approvisionnement responsable, c'est un des 4 piliers de notre feuille de route RSE, We Are Cerealia in We Care. Pourquoi développer en fait un programme d'achat responsable? C'est œuvrer pour avoir un impact positif sur l'amont agricole, accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement et réduire l'impact environnemental et social de nos achats. Nous avons encore du chemin à parcourir et nous sommes conscients de l'urgence d'agir. Et d'ailleurs, l'actualité nous le rappelle. On l'a vu en préambule de la présentation de l'outil avec la récente proposition de loi européenne. On est aussi à un moment où en fait, l'entreprise Cerelia a grandi rapidement ces dernières années et nous arrivons à un moment important où nous devons structurer la démarche d'achat responsable à l'échelle du groupe pour vraiment prendre en compte toutes les filières d'approvisionnement qui sont connectées de près ou de loin aux problématiques de déforestation et de préservation des écosystèmes. Et c'est un chantier qu'on a engagé avec le département des achats en 2021 et qui, en parallèle, on a eu la chance finalement de pouvoir participer au groupe de travail de l'Alliance pour la construction du référentiel achat responsable et la création de l'outil d'auto-évaluation dans ce même temps. Et pour nous, ça a été une formidable opportunité pour mieux appréhender en fait, les volets de structuration d'une telle démarche, ne pas oublier les 3 volets, la gouvernance, la mise en place des plans d'action et la communication. C'est aussi, en participant à ce GT achat responsable, ça a été aussi un lieu d'échange inspirant et constructif avec des homologues d'autres entreprises de taille et de secteurs variés. Voilà, ça c'était le retour d'expérience par rapport à cette participation au GT d'achat responsable. Et ensuite, on a testé l'outil d'auto-évaluation. C'était un peu le roulement de tambour. Et ça nous a permis finalement d'évaluer le niveau de maturité globale de notre démarche d'achat responsable. La bonne nouvelle, c'est que les résultats nous ont confortés dans l'idée que nous avions de notre niveau de maturité. C'est-à-dire que nous sommes dans la bonne voie, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et c'est de toute façon l'objectif aussi de cet outil, de travailler dans une démarche de progrès. Et quand on a regardé un peu plus en détail les résultats de nos performances, il y a une notion qui est intéressante, c'est d'avoir le niveau de maturité pour chaque volet, comme le disait Michael, gouvernance, plan d'action, communication. Ça permet d'ajuster les priorités d'action et de s'assurer que nous ne sommes pas dans une situation à risque.
Et l'outil nous a également permis de nous assurer que nous n'avions pas fait l'impasse sur des prérequis qui sont identifiés aussi dans le référentiel d'achat responsable de l'Alliance. Par exemple, un des prérequis, c'est d'avoir réalisé une cartographie des risques de nos chaînes d'approvisionnement. C'est vraiment la première étape à mettre en œuvre. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, comme le disait Michael également, l'outil, il permet vraiment de prioriser les actions et d'avoir accès à un plan d'action personnalisé. Et c'est avec ce plan d'action, en fait, on va vraiment s'appuyer sur les résultats de cet autodiagnostic pour mobiliser, sensibiliser les parties prenantes internes, les mobiliser et poursuivre la structuration de la démarche qui ne doit pas rester uniquement dans la sphère de responsabilité des achats et du service RSE, mais vraiment impliquer les équipes de direction, le marketing et la force de vente. Voilà notre retour d'expérience sur cet outil d'autodiagnostic. Merci Ségolène. Et du coup, j'invite aussi Gabrielle Nebig, coordinatrice des achats durables chez Nestlé France, à nous livrer, elle, son expérience de l'outil et de la collaboration au sein du GT. Donc, Gabrielle, n'oublie pas d'enlever le mute sur ton micro. Oui, alors normalement, vous m'entendez? Ouais. Très bien, d'accord. Bonjour à tous, donc Gabrielle Nebig, moi je travaille chez Nestlé, donc j'ai également eu la chance de participer aux côtés de l'Alliance et aux côtés d'autres entreprises comme Cerelia à la mise en place de l'outil qui vous a été présenté précédemment. Donc, par rapport au contexte du groupe Nestlé, donc Nestlé s'est engagé depuis 2010 à mettre un terme à la déforestation au sein de ses chaînes d'approvisionnement. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur les matières premières principales comme le café, le cacao, l'huile de palme, le soja, le papier. Donc, je vais vous donner un petit peu en complément de Cerelia la vision des points vraiment positifs, ce que ce travail nous a apporté et ce que l'outil nous apporte par rapport à notre travail sur la déforestation. Donc, premier point qui est très important, c'est vraiment l'occasion, cet outil, d'aborder la question de la lutte contre la déforestation de manière très complète à travers donc, la centaine de critères des 3 modules, gouvernance, plan d'action et communication. Donc, il y a un intérêt qui est vraiment important, c'est de permettre à l'entreprise utilisatrice de bâtir une vision exhaustive qui intègre vraiment tous les aspects à prendre en compte pour bien ancrer la lutte contre la déforestation dans la stratégie de l'entreprise. Donc, parfois, on a une vision très pointue sur un aspect du problème, on en oublie un autre qui est essentiel pour que les choses fonctionnent. Donc, cette notion vraiment d'exhaustivité, elle est importante. Le deuxième point, c'est le fait que c'est vraiment l'occasion aussi de réaliser une synthèse sur un sujet qui est traité, en tout cas chez nous, à différents niveaux, donc pas seulement en France, mais également au siège en Suisse, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui interviennent sur le sujet. Et donc, cet outil, c'est l'occasion d'échanger sur la base d'un outil vraiment tangible pour constituer cette vision de synthèse. Un petit peu dans le même esprit, il y a d'autres personnes donc, qui ont participé au groupe de travail qui ont mis en avant le fait que cet outil permettait d'engager d'autres services sur la question de la lutte contre la déforestation et aussi d'aller parler avec les directions pour les convaincre. Donc, il y a vraiment un rôle également de synthèse et de favoriser les échanges au sein d'une même structure. Très concrètement, donc, par rapport à l'outil qui vous a été présenté, un point très positif, c'est qu'il est très visuel avec le système de jauge qui permet de se situer entre le niveau initial et le niveau abouti. Et puis, encore une fois, de manière très concrète, l'outil, une fois complété, génère un plan d'action personnalisé avec une priorisation des actions qui est valable pour tout niveau d'entreprise, pour tout niveau de maturité. Donc, en synthèse, je dirais que c'est vraiment un outil qui apporte beaucoup de visibilité et de clarté sur un sujet qui est complexe. Donc, voilà pour nous.
Très bien, merci Gabriel. Et je profite aussi de cette occasion pour remercier les autres membres de ce groupe de travail qu'on a constitué pour construire ce programme d'achat responsable, notamment Stefano Severi au sein du groupe Ferrero, où les équipes de Pierre Fabre, très mobilisées également, Éric Delorbeau, Alexandre Panel, Florence Guillaume, qui se sont aussi beaucoup investis dans ce travail de co-construction. Voilà, donc je propose à présent de donner la parole à notre vice-président Christophe Klotz, également directeur RSE et de la création de valeur partagée chez Nestlé. Christophe, pour un mot de conclusion avant qu'on prenne le temps d'échanger tous ensemble. Merci beaucoup Laure, et puis merci, un grand merci au nom, je pense, de tous les, finalement de toutes les personnes qui assistent aujourd'hui à ce webinaire pour la qualité des présentations et surtout, je pense, par la concision de chacune des interventions. On assiste à beaucoup de webinaires les uns les autres, des réunions. Là, oui, ça a été super sharp, ça a été extraordinaire selon moi. Mais par contre, en prenant un petit peu de hauteur pour cette conclusion, je vais peut-être m'adresser avant tout, alors, nous avons beaucoup de partenaires aujourd'hui qui assistent à ce webinaire, mais peut-être aussi d'abord aux entreprises. Tout simplement parce que ça a été dit, c'est le deuxième webinaire au cours de 2021 sur le même sujet. La première fois, c'était pour présenter le référentiel et là, pour présenter réellement l'outil. Mais ce qui compte, je pense, c'est de bien comprendre que là, on parle de lutte contre la déforestation importée, on parle d'outils pour piloter ces achats durables. Mais quelque part, ce sont des enjeux qui permettent en fait d'avoir une relation à l'intérieur de l'entreprise extrêmement riche parce que c'est un outil d'animation. Au-delà d'être un outil de pilotage de la performance au niveau de vos achats, c'est un outil d'animation. Et ça a été très, très bien dit, ça s'adresse aussi bien aux spécialistes, aux experts, aux achats, aux juristes et aux directions générales. Donc, parce que quand vous parlez de déforestation, vous parlez d'enjeux qui agrègent beaucoup d'autres enjeux environnementaux. Ça peut être l'eau, on peut parler de biodiversité, on peut parler de relations avec les communautés, évidemment du devoir de vigilance qui s'impose à tous. Et je pense que vraiment, j'insiste énormément pour que les uns et les autres puissent, disons, sans attendre, alors j'anticipe peut-être le mot de la fin, alors vraiment, sans attendre, vous dire, finalement, cet outil, ça serait sympa qu'on puisse s'en servir dans nos entreprises et sans tarder, eh bien, on va appeler l'APF, on va appeler Laure Dastorg, Laure Grégoire, on va vous envoyer un mail pour vous demander un rendez-vous, continuer à en discuter. Le référentiel, nous avons décidé que, voilà, il vous a été présenté, l'outil vous a été présenté. Le référentiel reste gratuit en termes d'accès. D'ailleurs, on est assez fiers de pouvoir espérer, alors vous voyez, je suis extrêmement optimiste, de pouvoir le faire héberger sur le site du ministère de la Transition écologique. Pour nous tous et surtout pour les équipes qui ont travaillé, c'est une vraie reconnaissance et c'est aussi un signe de sérieux de ce référentiel. Pour autant, l'outil en lui-même, vous comprendrez que pour y avoir accès, au-delà du référentiel, nous avons décidé de vous le proposer à partir du moment où vous étiez adhérent à l'Alliance pour la préservation des forêts. Au-delà de, on va dire, l'adhésion qui vous permet d'accéder à l'outil, évidemment, compte tenu de la complexité, compte tenu de vos sujets, également du chemin qui est à parcourir, vous aurez la possibilité d'être accompagné par notre pool d'experts qui a pris la parole juste avant. Mais tout dépendra effectivement à la fois de votre niveau de maturité puis de vos ambitions. Alors, ce serait peut-être un petit peu réducteur de vous demander d'adhérer à l'APF uniquement pour ça.
Et parce que, en fait, adhérer à l'APF, je pense qu'on peut, voilà, ça a beaucoup d'autres avantages. Ceux qui nous connaissent, ceux qui connaissent on va dire, l'activisme de ces dirigeants savent que c'est aussi une façon d'accéder à un réseau diversifié d'acteurs et puis vous permet de faire porter vos propres sujets liés évidemment à la préservation des forêts et Guillaume Réveillac l'a bien dit dès le départ, sur un certain nombre de communautés. C'est une façon aussi d'influencer, de participer à des groupes de travail et de, quelque part, de ne pas être simplement un consommateur, mais un acteur de ce changement qu'on appelle de nos voeux. Et puis, évidemment, vous l'avez vu, c'est une manière de valoriser vos propres engagements, parce que faire partie de l'APF, c'est faire partie quelque part d'une petite famille qui communique de façon extrêmement efficace. Et si je crois me souvenir, on a une petite vidéo pour vous montrer à quel point, une vidéo qui est assez récente. Alors, je ne sais pas si oui, on peut la présenter. On va la passer tout de suite, oui. Voilà. Et donc, encore un grand merci à tout le monde de votre participation. Alors, je vous garde en ligne. Donc, on va présenter cette vidéo. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire s'il voit cet écran? Pas encore, alors. Pas encore. Ouais. Alors, voilà. Donc, voilà pour cette présentation. Alors, on a un délai un peu serré et on a le privilège d'avoir Diane Simiou, l'adjointe au commissaire général du développement durable, donc le CGDD rattaché au ministère de la Transition écologique qui est en ligne avec nous. Diane, vous êtes sur mute.
Donc, on vous donne la parole parce que vous avez quelques minutes devant vous de temps et on vous remercie d'être là pour évoquer tout notre sujet commun, la déforestation importée. Merci beaucoup, Laure, et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui parce qu'on est à un moment assez particulier de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Elle a 3 ans. Elle vient d'avoir 3 ans. Et on sent qu'elle arrive vraiment à maturité, en fait, et que énormément de chantiers qui avaient été lancés il y a 3 ans se concrétisent maintenant. Voilà, il y a 3 ans, on avait dit la France portera au niveau européen l'adoption d'un règlement qui va permettre de mettre fin à l'importation en Europe de produits issus de la déforestation. Et voilà, là, pour la première fois, la secrétaire d'État Bérangère Abba va réunir le comité des parties prenantes de notre stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée lundi. Et pour la première fois, on va se réunir avec ce projet de règlement sur la table. Alors, ce projet de règlement, il n'est pas parfait. Vous le partagez certainement. Il y a des questions sur le périmètre des écosystèmes qui sont couverts, des questions sur les cut-off dates. Mais il y a cette base avec cette obligation de procéder à une diligence raisonnée qui était l'intention de la France et ce qu'on a poussé depuis des années. Et donc, on est quand même très, très satisfait que ce texte arrive enfin sur la table et on est ravis de pouvoir le porter pendant la présidence française de l'Union européenne qui commencera en janvier. Donc ça, c'est une avancée qui est importante. On voit au niveau, on a parlé du cadre européen, on voit au niveau international qu'il y a eu des avancées importantes à la COP26. Et vous avez montré à l'instant cette très belle vidéo de ce qu'on a vécu au Congrès mondial pour la nature en septembre et qui a préparé aussi le terrain et qui a été l'occasion aussi d'avoir une rencontre à haut niveau du partenariat des déclarations d'Amsterdam. Donc, il y a cette dynamique européenne, internationale. En France, on a eu des avancées aussi. On a lancé le 5 octobre dernier, à l'occasion de la journée mondiale du cacao, l'initiative française pour un cacao durable, qui a permis de réunir l'ensemble de la filière, toutes les ONG concernées, tous les distributeurs, et puis l'industrie représentée par le syndicat du chocolat, mais aussi par les négociants, autour d'un engagement avec des objectifs qui sont d'une part de lutte contre la déforestation, mais aussi des objectifs en matière de rémunération, en matière de lutte contre le travail des enfants, parce qu'on sait bien que ce soit en France, je pense qu'on a eu notre lot de difficultés à mettre en œuvre des mesures environnementales parce que le social ne suivait pas. Et bien, finalement, c'est aussi pareil ailleurs avec des problématiques très, très différentes et on ne peut pas dissocier les sujets. On a un engagement sur le cacao. On voit qu'on a eu des avancées également en matière de soja. On a présenté hier notre outil d'évaluation des risques associés aux importations de soja qui ont été travaillés avec beaucoup de partenaires, dont l'Alliance pour la préservation des forêts, avec Canopé, avec l'IDRI qui avait été impliqué dans le groupe de travail dans le cadre du comité scientifique et technique des forêts présidé par l'AFD. Et voilà, on a cet outil concret qui est maintenant sur la table pour aider les entreprises, notamment celles qui sont engagées dans le manifeste pour éliminer le soja issu de la déforestation de leurs approvisionnements. On voit qu'elles vont maintenant avoir cet outil concret pour travailler à éliminer le soja issu de la déforestation de leurs approvisionnements. On voit en matière de biocarburants, on a eu des débats animés depuis le début du quinquennat sur l'huile de palme. Et bien voilà, maintenant, à partir de 2022,
dans les biocarburants en France, il n'y a plus d'huile de palme, il n'y a plus d'huile de soja. Donc, ce débat, il est maintenant derrière nous. Et le chantier qui est vraiment, vraiment d'actualité pour moi, c'est vraiment celui des achats durables, des achats zéro déforestation. Et je voudrais vraiment remercier l'Alliance pour la préservation des forêts pour le travail que vous faites pour fournir un outil concret aux acheteurs pour apprécier leurs risques et puis avoir une méthode de travail. Nous, on travaille aussi sur les achats publics durables. On a mis à jour le guide d'achat public zéro déforestation sur lequel on a aussi travaillé avec l'Alliance pour la préservation des forêts. On voit que nos acheteurs publics, ils sont un peu désarmés face à ce sujet de la lutte contre la déforestation. Ils ne savent pas par où commencer. Pour beaucoup, la question des forêts, c'est le papier, c'est le bois. Ils ne voient pas encore tous vraiment le lien avec les marchés de restauration, avec voilà, la viande, avec d'autres produits qui sont pourtant qui ont davantage d'enjeux. Et donc, on a besoin de faire énormément de pédagogie sur le sujet, de leur donner des outils. Et on sait que ce n'est pas évident pour eux, nos acheteurs publics, mais je pense que c'est pareil pour les acheteurs privés. Ils sont soumis à énormément d'injonctions. Ils doivent acheter pas cher à des femmes, à des PME. Voilà, ils ont énormément d'injonctions. On essaye vraiment de les aider. On le fera aussi via notre plan national achat durable qu'on va présenter d'ici la fin de l'année, qui intégrera vraiment cette dimension de lutte contre la déforestation importée, qui est vraiment maintenant dans la loi, puisque la loi climat résilience prévoit que les achats de l'État doivent être zéro déforestation, ce qui est un énorme défi. Mais l'enjeu, je pense, c'est vraiment qu'on unisse nos forces entre secteur public et secteur privé, parce que l'enjeu, c'est vraiment qu'il y ait une offre qui se développe et qu'on aide les fournisseurs à proposer des produits qui soient compatibles avec nos exigences. Et c'est pour ça qu'on compte vraiment sur vous pour travailler ensemble et pour nous permettre de conjointement réussir à éliminer la déforestation de nos approvisionnements. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et merci encore aux deux Laure de m'avoir permis de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci Diane. Et en effet, oui, on est à votre disposition comme toujours pour interagir. On ne manquera pas d'occasion, je pense, avec le premier semestre, la présidence française de l'Union européenne et donc ce texte de loi de la Commission européenne qui va entrer en négociation à ce moment-là. Et voilà, donc ravi de notre collaboration. Et merci de votre intervention. Donc, on a fait le tour de l'outil d'auto-évaluation. Peut-être, Guillaume, tu as un mot à ajouter avant qu'on ouvre les questions à tous. Donc, je suppose qu'il y en a quelques-unes dans le chat. Non, je voulais simplement vous remercier tous pour la qualité des interventions, la préparation, la convergence de tous ces messages qui sont adressés à nos amis du secteur privé. Et j'espère qu'on fait une bonne étape aujourd'hui avec la livraison de cet outil d'auto-évaluation qui est la pierre angulaire du progrès, si on peut dire. Donc, merci, bravo, et on continue l'action. Merci, Guillaume. Alors, écoutez, je vous propose de démarrer les questions. Si vous en avez, nos experts, Jean-Manuel, Michaël, se tiennent à votre disposition. Nos entreprises, Gabriel, Ségolène, peuvent revenir sur leur expérience de l'outil. Laure d'Astor peut également rebondir sur ce texte de loi donc, de la Commission européenne. Bien sûr, Guillaume et Christophe
sont également à vos dispositions. Alors, peut-être que... Donc, je vois des questions dans le chat. Donc, Joaquin avait posé une question sur le lien entre l'outil d'auto-évaluation et les exigences de la proposition de loi de la Commission européenne, donc sortie la semaine dernière. Il me semble qu'on a répondu à cette question. Voilà, Joaquin, je vois que tu es en ligne, donc si tu veux revenir sur ce point-là. Mais alors, en effet, l'outil d'auto-évaluation va répondre à ce que aux exigences de cette Commission européenne telles que Laure vous les a présentées, sachant bien que ce périmètre est amené à évoluer. C'est une question, Laure. Un des points qui apparaît fondamentaux, c'est la traçabilité et les exigences autour de la traçabilité. Je ne sais pas si, à travers l'outil ou dans vos échanges avec aussi le gouvernement français, il va y avoir des soutiens et comment l'outil d'ailleurs évalue en fait cette partie de la traçabilité qui aujourd'hui me semble être une zone grise dans cette réglementation. Oui. Alors, sur le sujet de la traçabilité, en effet, oui, c'est prévu dans le texte de loi. On n'a pas davantage d'éléments, mais je me tourne aussi vers Laure Dastor qui s'est plongée activement dans tous les textes et annexes de ce texte de loi. Oui, concernant en fait la traçabilité, oui, il y a dans la diligence raisonnée, il faut être capable de pouvoir tracer en fait et géolocaliser le produit jusqu'à la parcelle, jusqu'à la plantation. Donc effectivement, c'est un point essentiel. Concernant la certification, parce qu'effectivement, j'ai pas eu le temps de trop développer les points. La certification permettra donc de donner une information parce que les entreprises auront en fait à faire une évaluation des risques et donc il n'y a pas donc une reconnaissance de l'ensemble des systèmes de certification privés, mais elles pourront apporter une information qui sera nécessaire pour démontrer donc cette évaluation des risques. Et peut-être pour compléter aussi, j'ai vu qu'il y avait une question de clarification sur la cut-off date. Effectivement, le 31 décembre 2020 est une date butoir. Si le produit est cultivé, en fait, est produit sur une terre qui a subi de la déforestation postérieurement au 31 décembre 2020, elle ne sera pas éligible en fait, sur le marché européen. Oui, ça c'est un point qui sera certainement négocié dans la phase de négociation parce qu'on voit beaucoup de critiques sur cette date choisie par la Commission européenne. Donc, on s'attend à ce que ce soit un point sur lequel la négociation sera importante. Alors, si tu me permets, sur la traçabilité, pour compléter la réponse à Joachim, effectivement, c'est un pilier du référentiel qu'on a développé dans le volume plan d'action. Il y a un chapitre complet qui est dédié à la traçabilité. Et effectivement, on met un point fort là-dessus parce que c'est le démarrage de tout. Si vous n'avez pas la traçabilité et avec des exigences, vous verrez dans le référentiel, qui sont croissantes pour être un niveau établi ou plaidoyer, il faut vraiment aller beaucoup plus loin que le standard sur cet aspect de traçabilité. Donc, bien évidemment, on l'a intégré, on l'a mis au bon niveau, je pense, dans le référentiel et dans l'outil. Je crois que ça a été mentionné par Cérélia, une des premières étapes incontournables qu'on demande aux entreprises quand elles rentrent dans l'outil, c'est vraiment d'identifier les matières premières à risque, celles qui ne le sont pas. Et ça ne peut se faire qu'avec un travail préalable de traçabilité également. Donc, moi, je ne peux être qu'aligné avec toi sur le fait que tant qu'on n'a pas cette traçabilité, une traçabilité qui se suit de la production jusqu'au consommateur, c'est quand même assez difficile de pouvoir garantir qu'on a des produits qui arrivent au niveau des consommateurs
et qui sont exempts de déforestation. Donc c'est vraiment un point très important, mais qui forcément doit être progressif, tout dépendra du niveau auquel démarre l'entreprise. Et encore une fois, cet outil, il n'est pas là pour vous dire si vous êtes tout bien ou tout mauvais, mais vraiment de vous aider à progresser sur l'ensemble des aspects qui sont liés à cette problématique de déforestation. Je vois une autre question dans le chat qui fait écho à l'intervention de Diane Simiou sur les achats publics et où la question de l'échéance a été quelle échéance pour la mise en application de la circulaire pour les achats de l'État. Il me semble que c'est 2023 et pour le vérifier, je vous invite à consulter le site qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique, qui s'appelle très simplement déforestationimportée.org. Et vous allez retrouver sur ce site notamment le guide d'achat public auquel l'Alliance pour la préservation des forêts a d'ailleurs contribué. Et donc, normalement, vous allez trouver cette information-là sur ce site, déforestationimportée.org. Ou .fr, j'ai un doute. Et qui est donc le site de la SNDI, Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Outre ce guide d'achat public, vous allez retrouver pas mal d'informations sur ce qui se passe, ce qui est fait, notamment ce qui est fait sur le soja, dont Diane parlait tout à l'heure, ou sur le cacao. Je viens de mettre le lien dans le chat. Alors, je vois une question peut-être pour Michael et Jean-Manuel sur les petites entreprises en Afrique. Est-ce qu'elles peuvent utiliser la plateforme? Que beaucoup s'engagent de plus en plus pour la durabilité, mais n'ont pas toujours les moyens d'adhérer à l'APF. Alors ça, c'est un point qu'on peut évoquer parce que l'adhésion à l'APF, elle est proportionnelle au chiffre d'affaires et les paliers démarrent à une adhésion relativement basse de 300 €. Et voilà, et donc il y a plusieurs paliers en fonction du chiffre d'affaires qu'on pourra vous indiquer pour qu'il y ait vraiment une gradation dans l'adhésion. Donc pour répondre concrètement, mais ça a été dit, je pense, à plusieurs reprises, le référentiel est disponible sur le site de l'Alliance, si je ne me trompe pas. Et donc l'outil d'auto-évaluation qui vous a été présenté aujourd'hui nécessite d'être membre de l'Alliance. Donc après, je pense qu'il faut qu'il y ait des contacts directs avec vous, Laure, Laure, ouais, pour traiter chaque cas. Mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir un accompagnement spécifique pour chaque entreprise, membre de l'Alliance. Très bien. Quelque part, cette question, elle est centrale. Je pense que toutes les entreprises, encore une fois, doivent vraiment se rendre compte que ce sujet, il est fédérateur. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que juste le sujet en lui-même. Et on ne peut que vous inviter, mais vraiment sans attendre, à prendre contact avec Laure Grégoire, Laure Dastorg, par retour de mail, ne serait-ce que pour avoir une conversation directe de quelques minutes pour y voir un peu plus clair. Et je pense que très rapidement, vous trouverez une issue favorable à votre requête. Tout à fait. Et du coup, je remets les coordonnées et d'ailleurs, vous nous trouvez aussi sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a une question sur les fabricants de produits alimentaires à base de viande. Ouais.
Donc, effectivement, je pense que je ne suis pas un spécialiste de ce secteur dans le détail, mais pour certains acteurs, on part effectivement d'assez loin sur quels sont les niveaux d'engagement qui sont capables de fournir sur ces sujets d'importation, notamment d'importation du soja. Donc, je crois ça a été mentionné par Madame Simiou, il y a un travail dédié sur le soja. Mais là encore, on vous invite, puisque l'outil est vraiment dédié et fait pour ça, on vous invite à inciter vos fournisseurs à travailler à la fois avec le référentiel et avec l'outil pour savoir où ils en sont et pour les aider à vraiment progresser. C'est vraiment la façon dont on l'a construit avec le groupe de travail, de partir de là où vous en êtes et de les accompagner progressivement sur une voie de changement. Sachant que la certification, c'est une des issues, mais ce n'est pas la seule. On vous a dit dans les plans d'action, la certification est intégrée, mais on a aussi parlé de vérification et de transformation qui sont des éléments importants pour faire évoluer vos fournisseurs. Très bien, merci. Alors, j'ai remis mon écran, je ne vois plus les commentaires. Peut-être que, voilà, si vous avez des questions, mais du coup, je sais que ma collègue Laure doit avoir les yeux sur le chat. Et si vous avez des questions, on les prend encore. Il nous reste largement quelques minutes. Il y a une question sur l'anglais, Laure. Est-ce qu'il est prévu de refaire le webinaire en anglais? Oui. Écoutez, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? On est très connecté à des organisations comme le CGF. Voilà, donc on est en train de travailler aux synergies possibles entre l'organisation et nous. Et puis, je sais aussi que dans vos entreprises, certains font partie de grands groupes et que cette problématique des achats peut être gérée par des groupes. Disons que c'est plus évident peut-être pour nous d'organiser des one-to-one pour les entreprises étrangères où du coup, on aurait besoin de le faire dans une autre langue. Bon, Christophe et Jean-Manuel ont dit des choses très justes. L'Alliance pour la préservation des forêts, c'est aussi une approche customisée. C'est-à-dire que si vous avez autour de vous, dans vos entreprises, des gens de langue anglaise, on est tout à fait disposés tous, et on le fait, à venir échanger avec vous en one-to-one sur ces problématiques-là. S'il y avait une demande massive d'organiser un événement comme celui d'aujourd'hui en anglais, bon, on peut le faire. Ça mobilise beaucoup de ressources. C'est bien sûr à notre portée. Cela dit, c'est valable à partir d'un minimum de quelques dizaines de personnes. Donc, je pense que pour répondre plus efficacement aujourd'hui, c'est plutôt dans une approche one-to-one. Aucun problème, on parle tous anglais. Oui. Bien. Eh bien, écoutez, je propose... Laure, excuse-moi, il y avait une question sur le partage des présentations et des informations. Oui, bien sûr. Ce sera fait. On va partager la présentation avec tous les inscrits. Également le lien de l'enregistrement pour que vous l'ayez également et que vous puissiez le partager aussi au sein de vos entreprises parce qu'on sait que cette problématique de la déforestation importée, elle touche beaucoup de services au sein des entreprises et qu'avec ces textes de loi qui sont liés,
Voilà, on a aussi les services communication impliqués ou direction générale. Donc, bien sûr, on partagera tout ça avec vous. Écoutez, on ne va pas vous retenir davantage. Je pense qu'on a fait le tour de notre présentation. Donc, vous avez nos coordonnées à l'écran, Lord Astor et moi-même. Nous sommes à votre disposition pour en discuter en one-to-one avec vous encore et vos collègues, équipes dans vos organisations. Voilà, donc merci en tout cas de vous être joint à cette présentation. On vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour obtenir des informations sur ce qu'il en est du sujet de la déforestation. On est assez actifs sur LinkedIn et Twitter pour évoquer les dernières news sur ce sujet-là, donc avec autant que possible une information de qualité, de décryptage de ces contenus d'information. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci.